conservatrice au Musée d'Art moderne de Varsovie. Et l'idée de cette conférence inaugurant les journées professionnelles, qui est une nouveauté du Festival de l'Histoire de l'Art, c'est effectivement de montrer comment sont possibles des collaborations entre musées et universités, pour le dire avec des termes très généraux. Je ne sais pas si je suis entièrement un universitaire ou si je suis uniquement un universitaire depuis longtemps. Je ne sais pas si Martha est entièrement une conservatrice de musée typique. Mais bref, l'idée était de montrer ce qui était possible en partant d'une sorte d'étude de cas assez simple. Tu veux dire un mot de présentation? Non, juste bonjour. Merci de m'avoir ici. Alors, je vais pas faire de l'égo-histoire trop longue, mais simplement dire que si je dis ce que je viens de dire, c'est-à-dire si je parle du fait que je suis universitaire, mais que j'ai des habitudes de travail avec les musées depuis longtemps, c'est sans doute parce que j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie d'étudiant, de faire des rencontres extrêmement tôt dans lesquelles, de gens pour lesquels il n'y avait pas d'opposition entre l'université et les musées, qui pensaient les musées comme des lieux d'expérimentation, de réflexion, de production du savoir, et qui, naturellement, venant des musées, avaient à cœur de travailler avec l'université. Le premier, et là je fais de l'égo-histoire, c'était Bernard Cesson, dans son avatar directeur de musée, pas dans son avatar actuel directeur de galerie privée, bien que ce soit toujours la même personne avec les mêmes convictions et les mêmes engagements, qui, lorsqu'il a pris la direction du musée d'art moderne de Saint-Étienne dans les années 1970, a tout de suite eu à cœur de faire en sorte que ce soit un lieu de production de savoir, un lieu de conservation d'archives, un lieu dans lequel il y a une bibliothèque importante, la bibliothèque Jean Laude aujourd'hui, et un lieu dans lequel les expositions étaient liées à ces projets beaucoup plus larges. Alors, simplement comme exemple pour rappeler le type de travail fait, je vous montre la couverture de ces actes de colloque, Art et idéologie, l'art en Occident 1945-1949, parce que c'est un colloque qui m'a beaucoup nourri, même si je n'y ai pas assisté, parce que j'avais 10 ans quand il a eu lieu. Le comité même du colloque est une chose qu'on ne voit en réalité pas si souvent que ça, le comité d'organisation, et qui est aussi le comité de direction de l'ouvrage qui en est tiré, puisqu'on a deux commissaires d'exposition, enfin deux conservateurs de musée, Jacques Beaufet et Bernard Cesson. Bernard Cesson, n'ayant pas passé le concours de conservateur, n'a jamais pu devenir conservateur général. Et voilà, donc c'est bien le signe qu'il y a quand même des choses un petit peu bizarres. Et puis deux universitaires, Jean-Paul Bouillon et Françoise Ville-Levaillant, qui à l'époque étaient maîtres et maîtresses de conférences dans les environs de Saint-Étienne. Et il se trouve que c'est ce dit Bernard Cesson qui m'a proposé en 1995, donc je n'avais pas 30 ans, et j'étais jeune docteur d'histoire de l'art, chargé de cours à l'université Paris-Sorbonne, à l'université de la Sorbonne, pardon, Paris 4, d'assurer le commissariat d'une exposition qui portait sur l'abstraction récente, peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour dire que c'est aussi ce type d'attitude qui est certainement, à mon avis, bénéfique, c'est-à-dire une forme de confiance, et il m'a proposé, et moi ça m'intéressait, de le faire en co-commissariat avec Camille Morino, qui venait de réussir le concours de l'INP, et donc on était jeune envoi d'universitaires avec jeune envoi de curatrice, qui dans le système français n'est pas extrêmement habituel. Deuxième personne dont je voudrais souligner l'existence ou rappeler l'existence comme figure assez rare de cette volonté systématique de collaboration et de production, à la fois d'exposition, de gestion des collections et d'accroissement des collections et de savoir. Christian Bernard, lorsqu'il a fondé le MAMCO à Genève au début des années 1990, avec une production extrêmement importante dès le départ
de catalogues et de livres, donc catalogue d'exposition, recueil de textes, publication d'archives, textes d'histoire de l'art au sens plein du terme. Aujourd'hui, la politique éditoriale du MAMCO a complètement changé depuis le départ de Christian Bernard, mais c'est un exemple que je veux souligner, et même chose, j'ai été invité à y faire des expositions, et ça a été à chaque fois une collaboration particulièrement intéressante. J'en viens maintenant, dans cette petite égo-histoire, à ce qui nous a réunis, Marta Dziewanska et moi, et qui me semble intéressant comme mode de fonctionnement. Et pour moi, c'est la façon exemplaire dont peuvent collaborer l'université et les musées que j'ai apprise de la Pologne et que j'ai apprise de Varsovie. Première chose, Sylvie Ramon, qui fait aussi partie de ces directrices et directeurs de musées en France qui ont une volonté très forte de collaboration avec l'université et qui ne le pensent pas sur le mode d'une délégation complète à l'université de la production de l'intelligence et du savoir, mais une vraie collaboration, c'est-à-dire pas une chose envisagée selon des statuts administratifs différents, m'avait proposé, je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé parce qu'on discute extrêmement souvent, une exposition sur l'art de l'après-guerre qu'on a appelé Repartir à zéro, dont on a assuré le commissariat ensemble au Musée des Beaux-Arts de Lyon en octobre 2008. Et pour cette exposition, on s'est très vite dit que ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur la façon dont il y avait eu une production d'art expérimental dans l'ensemble du monde occidental. On s'était limité au monde occidental. Aujourd'hui, pour des raisons politiques, on ne le ferait plus. Et ça deviendrait pratiquement impossible à faire comme exposition du coup, mais tant pis. C'était quand même extrêmement large, en particulier prenant en compte l'Europe orientale et l'Europe occidentale. Et du coup, je dois avouer que voilà, je suis un spécialiste de l'art américain au départ et de l'art français, et pas tellement du reste. Et donc, je me demandais comment faire pour ce que je pouvais voir en Europe orientale. Dans un ascenseur du Centre Pompidou, j'ai fait la connaissance d'une conservatrice qui était en délégation, en séjour au Centre Pompidou, Johanna Mitkowska, et on m'a présenté et je lui ai parlé du projet d'exposition. D'une façon que je dois dire quand même exceptionnelle au bout de 30 ans d'expérience. Elle m'a dit qu'elle pouvait me fournir des renseignements. Alors ça veut dire que la semaine suivante, j'avais dans ma boîte aux lettres des dizaines de catalogues sur les artistes polonais qui pouvaient éventuellement m'intéresser. Et deuxièmement, elle me disait par mail qu'il y avait juste à ce moment-là à Varsovie une exposition d'un artiste dont j'ignorais tout, Andrzej Wróblewski, et que voilà, il fallait que je prenne l'avion sans tarder. Ce que j'ai fait, j'avais rencontré cette personne dans un ascenseur, hein, c'est pas comme si on avait des relations très longues. Ce que j'ai fait, parce que l'enthousiasme était tel et ce que je voyais dans les catalogues était suffisamment intéressant, donc je l'ai fait. Et là, j'ai rencontré tout de suite, parce qu'elle avait organisé les choses, donc Johanna Mitkowska, qui à l'époque avait pris la direction du projet de musée d'art moderne de Varsovie, et une équipe, enfin un ensemble de personnes où ne se distinguait absolument pas celle qui était universitaire et celle qui était conservatrice. Donc il y avait Marta Dziewanska, je ne sais plus comment Marta m'avait été présentée, si elle était présentée comme conservatrice ou comme doctorante en philosophie. Il y avait Louisa Nader qui est à l'université, il y avait Karolina Lewandowska qui est devenue conservatrice au Centre Pompidou, mais qui à l'époque était plutôt universitaire. Il y avait Johanna Kordiak qui était conservatrice de musée. Bref, un ensemble de gens où les discussions étaient assez directes. Ça m'a conduit à un intérêt fort sur Wróblewski et à montrer dans cette exposition à Lyon Wróblewski dans une salle spécifique, juste à côté de Jackson Pollock, ce qui était évidemment une forme de révision des histoires traditionnelles de l'art de l'après-guerre qu'on pouvait faire, parce que je découvrais un artiste absolument passionnant. Et donc, je passe la parole à Marta. En fait, oui, le musée de Varsovie où je travaillais
près de 11 ans, en fait, était toujours, on est en fait aujourd'hui aussi une institution qui avait l'ambition de réécrire l'histoire de l'art. Donc du coup, une telle approche, ou plutôt une telle ambition, a plusieurs conséquences assez sérieuses à mon avis. Donc là, en fait, on s'est mis au travail sur les artistes le plus important de l'histoire de Pologne quelque part, mais complètement inconnus à l'extérieur. Donc du coup, pour moi, cette exposition que Eric, tu viens de mentionner à Lyon, c'était un choc. C'était une exposition qui m'a absolument choquée, le moment où le sable se dérobe sous le pied. En fait, c'était immédiatement clair de le moment qu'on se dit, bon, on va travailler sur Andrzej Wróblewski, un artiste phare en Pologne, un artiste de première page de livres sur l'art contemporain, l'art de l'après-guerre polonais, mais complètement inconnu à l'extérieur de Pologne. Donc on se dit que bon, c'était immédiatement clair que pour Jana Metkowska et moi-même, que nous avions besoin d'un regard extérieur qui aura non seulement les outils nécessaires pour sortir l'artiste des griffes de manière à jamais figée de lire son histoire, son œuvre en Pologne, mais aussi quelqu'un qui oserait proposer des juxtapositions imprévisibles. Justement, cette juxtaposition que vous venez de voir avec Jackson Pollock ou avec d'autres artistes européennes et américains était vraiment quelque chose d'extrêmement rafraîchissant. Oui, donc en fait, aussi c'était important, on avait besoin de ce regard extérieur pour poser des questions inconfortables aussi à l'histoire de l'art polonais. Donc du coup, quelqu'un qui aurait lu cette histoire quelque part à rebrousse-poil. Et on n'était pas déçus en fait. Et en effet, la question qui était importante était de savoir comment lire l'histoire d'une manière nouvelle, comment lire d'une manière nouvelle l'œuvre d'un artiste qui est un personnage de première page de tout le livre, quand je dis, sur l'art polonais de l'après-guerre, un personnage immobilisé et admiré comme une légende. Comment voir ce choix artistique, ses hésitations et son œuvre dans un contexte plus large de l'époque dans laquelle il a créé. Donc, Eric Dechasseur a suggéré, après avoir consulté ses œuvres, à les avoir discutées dans le cadre du séminaire de recherche, de le regarder du point de vue le plus glissant que possible, à mon avis. Celui dont nous, les admirateurs et connaisseurs de son œuvre, ne rendions même pas compte, c'est-à-dire de peinture à double face. Donc cette exposition était vraiment extrêmement bien reçue en Pologne. Après, on l'a fait voyager en Espagne, à Madrid, à Reina Sofia. Donc du coup, un artiste de l'après-guerre polonaise a été mis en dialogue avec Guernica de Picasso, avec Goya qui était pas loin non plus. Donc un rêve de génération des historiens de l'art polonais. Voilà. Alors, ça ne s'est pas fait juste comme ça, de façon très spontanée, et peut-être je voudrais raconter, donner les différentes étapes du processus. D'abord, donc, je fais cette exposition à Lyon, je montre Wróblewski parce que je pense que c'est important, mais je ne connais pas grand-chose sur Wróblewski. Tout ce qui est écrit sur Wróblewski est en polonais. Donc, pour un historien de l'art, si je croyais comme historien de l'art que le rapport au texte est absolument essentiel et pas le rapport aux œuvres d'art, comme je l'entends dire par un certain nombre d'historiens de l'art, je fais n'importe quoi. Sauf que je pense que le rapport à l'art, c'est d'abord un rapport à l'art et que donc il y a des choses qui se passent avec les œuvres elles-mêmes et qu'ensuite on peut les vérifier en discutant avec des personnes qui savent effectivement de quoi il s'agit. Et donc ce petit groupe que Jana Metkowska m'avait présenté faisait effet de caisse de résonance de ce point de vue-là pour mes questions parfois très stupides, mais qui permettaient de régler un certain nombre de choses. À partir de ce moment-là, il y a eu l'idée, mais qui n'est pas venue de moi, je crois, de se dire on peut faire ça mieux si on est à plusieurs, c'est-à-dire si on multiplie encore ces regards. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit juste une confrontation d'un regard
de quelqu'un qui aurait l'autorité, mais une autorité extérieure avec une autre autorité locale, on va multiplier les regards. Donc on a organisé la rencontre d'historiens de l'art polonais, états-uniens et européens de l'Ouest, d'abord sous une forme non publique, c'est-à-dire que c'était un séminaire fermé, qui nous a conduit, vous en avez une petite image ici, en fait on n'en a pas tellement d'images manifestement, qui nous a conduit à nous promener dans différents endroits en Pologne, d'aller voir des collections privées, des musées publics, pour aller voir les œuvres de Wróblewski, que tout le monde, tous autant que nous étions, les non-polonais, nous n'avions, au mieux, les gens avaient vu les œuvres que moi j'avais montrées, mais pas les autres œuvres. Donc c'était une véritable découverte. Et quand je dis découverte, je vous ai mis ces deux images parce qu'effectivement, un des souvenirs les plus marquants de ce petit voyage, c'est une visite au Musée national à Varsovie. Dans un couloir, on veut bien nous montrer, c'est assez compliqué, avec une conservatrice qui n'a aucune envie de prendre du temps avec ce groupe d'étrangers bizarres. Ça changeait ces derniers temps. Non mais ça a changé, mais peu importe, ça arrive dans le monde entier, c'est pas une chose spécifiquement polonaise. Donc dans un couloir, il y a un tableau, qui est le tableau que vous avez ici à gauche, la lessive, qui est un tableau très connu en Pologne. Et nous sommes ce petit groupe d'historiens de l'art d'un peu tous les pays. Et à un moment, quelqu'un, et je ne sais absolument plus qui, mais peut-être que Martha se souvient, dit « mais c'est bizarre, il y a un tableau derrière ». On le dit à la conservatrice du musée qui dit « mais non, 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 pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas possible ». On insiste. La dame, finalement, est très gentille, nous bouge le tableau, et là, effectivement, on découvre que derrière ce tableau, qui est représentatif de la dernière période de Wróblewski, le moment où il sort du réalisme-socialisme, il y a un autre tableau, qui est le tableau qui est ici reproduit à droite. Je dis ça parce que, là encore, hein, ça veut dire, pardon de le dire parce que ça peut paraître évident, mais disponibilité des collections, regard extérieur sur les collections, échange autour des collections, le fait que les universitaires savent qu'ils ne savent pas tout, qu'ils ont besoin des conservateurs aussi pour leur dire des choses sur les œuvres, et que les conservateurs pensent par ailleurs qu'ils ne savent pas tout non plus. Tout ça est une sorte de rêve, objectivement et rétrospectivement, qui a pu être vécu. À partir de là, deuxième étape, séminaire ouvert. Alors j'ai oublié de dire que pendant le séminaire fermé, et c'est aussi très important, le musée d'art moderne de Varsovie avait organisé des rencontres avec des historiens de l'art polonais et d'Europe centrale et de l'Est pour que nous puissions avoir une sorte de cours accéléré sur la situation polonaise de l'après-guerre. C'était un cours accéléré pour nous aussi. Et d'échanges autour de ces questions. Et que ça a été aussi un moment assez extraordinaire parce que ça veut dire, par exemple, et encore une fois, je me demande comment est-ce que ça a été possible, que tout ce que nous demandions à voir traduit en anglais nous était traduit. C'est-à-dire qu'on a demandé que le journal de Wróblewski soit traduit, on nous a donné une traduction, on a demandé que des textes d'historiens de l'art polonais dont on nous avait parlé soient traduits, on les a eus en traduction, enfin bref. C'était de ce point de vue-là vraiment assez extraordinaire. Je pense que ça a servi à d'autres choses après, mais c'était vraiment très bien. Et donc ce colloque a eu lieu avec à peu près à parité, je dirais, des historiens de l'art polonais et des historiens de l'art non polonais, à partir, encore une fois, d'un artiste, peut-être que Martha l'a dit, mais je le souligne, qui est une icône de l'art polonais et qui est un des artistes les plus connus en Pologne, mais qui est, en tout cas jusqu'à ce moment-là, et peut-être qu'il est déjà reparti ailleurs, qui était virtuellement inconnu en dehors de la Pologne. Ça n'est que dans un troisième temps que nous avons fait une exposition. Et je dois dire que j'aurais bien aimé à chaque projet d'exposition ou à chaque projet de livre pouvoir avoir ce calendrier, etc. Mais que je n'y ai jamais réussi, y compris quand je suis moi le directeur de l'institution. Donc je suis très, très, très admiratif de ce qui a été fait de ce point de vue-là. Donc nous avons fait à ce moment-là l'exposition avec deux versions différentes. Et je pense aussi que c'est intéressant, enfin c'est pour ça que je le souligne, comme Martha l'a fait, donc centré sur cette question des tableaux recto-verso,
ce qui conduisait parfois à exposer des tableaux quand ils étaient recto verso et fait tête bêche, ça conduisait à les exposer apparemment à l'envers ou à l'envers. Donc d'abord à Varsovie, puis à Madrid, en prenant en compte à chaque fois le musée Reina Sofia de Madrid est de ce point de vue-là aussi un musée exemplaire, c'est la même famille de musées, je dirais, le contexte local spécifique. Alors au départ, pour une raison que je comprends mal, mais que rétrospectivement on a réussi à dépasser, j'étais seul commissaire. Et puis finalement, on a réussi à faire en sorte que Martha soit aussi commissaire. Et dans la publication qui en a été tirée, c'est pareil, dans la publication polonaise, Martha n'a pas écrit de texte et on a réussi à lui soutirer un texte dans la publication madrilène. Je dis ça parce que c'est intéressant aussi, parce que ce que j'ai vu à l'œuvre là, et que je connais bien dans mes expériences en France, c'est le commissaire d'exposition conservateur qui a l'impression que, n'étant pas universitaire, pas historien de l'art patenté, il n'a pas l'autorité pour écrire. Et qu'il n'écrira, en tout cas pas dans un catalogue qui est bondé d'universitaires tous plus prestigieux les uns que les autres. Et cette chose-là, elle est aussi intéressante parce qu'elle vient évidemment, me semble-t-il, d'un préjugé des universitaires à l'égard des gens de musée, qui est que la seule manière de faire de l'histoire de l'art, c'est leur manière, c'est la manière universitaire, c'est la manière qui passe par une version de l'histoire de l'art bien établie, et que ce préjugé, il trouve en miroir une forme, je ne sais pas si c'est une forme de complexe, mais une forme de difficulté. La publication aussi est importante parce que c'est absolument idéal, c'est-à-dire que vous publiez des textes qui non seulement sont des textes commandés, mais dont vous avez déjà eu une première version en colloque. Donc vous pouvez éliminer tous les textes qui n'étaient pas bons en colloque. Vous vous faites un peu d'ennemis de temps en temps, mais pas vraiment plus. Et puis en plus, quand vous avez deux publications, comme ça a été le cas dans ce cas-là, la publication organisée par le Musée d'art moderne de Varsovie et celle organisée par le Reina Sofia, donc je viens à l'exposition du Reina Sofia, vous avez la possibilité que ceux qui n'ont pas rendu leur texte à temps pour le premier catalogue, vous le rendent à temps pour le second. Donc. Et en plus, cerise sur le gâteau, qui est la plaie des catalogues d'exposition, vous pouvez, dans le catalogue d'exposition de la deuxième exposition, réagir à ce que vous avez vu dans la première exposition, donc dire moins de bêtises, si c'est possible. Sauf si vous n'avez pas le temps comme moi et que vous republiez le même texte ou à peu près. Mais en tout cas, ça a permis à Martha de faire complètement ça. Et donc, voilà, on a les deux publications, les deux expositions dans des versions différentes. Alors, si je termine avec une note un petit peu négative, c'est une exposition qui n'a pas circulé en France. Je ne donnerai pas de nom, mais les raisons que j'ai entendues sont: l'artiste n'est pas assez connu, le nom est imprononçable, il n'y aura jamais de public, etc. Et je veux simplement mettre en face de ça la réaction de Manolo Borja-Villel, le directeur du Reina Sofia de Madrid, qui me dit: 1, je ne connais pas, ça a l'air absolument passionnant. 2, je ne connais pas, donc si même moi je ne connais pas, c'est que personne ne connaît, donc il faut que l'exposition ait une ampleur qui soit beaucoup plus importante. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me rajouter une 50aine d'œuvres par rapport au format qui était le format à Varsovie, parce que sinon le public madrilène ne va pas comprendre l'importance de l'artiste. Ce n'est pas des phrases que j'ai entendues très souvent dans ma vie. En revanche, la phrase « le nom est imprononçable », ça je l'ai entendu plus d'une fois d'un directeur de musée. C'est à peu près l'équivalent, le nom est imprononçable, de l'universitaire qui vous dit ah non, mais c'est un artiste sur lequel il y a déjà beaucoup de publications, comme si ça empêchait de réfléchir à nouveau frais si l'œuvre est un peu importante. Alors, ce que j'ai su tout de suite, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que cette manière de procéder, j'en avais bénéficié et j'en suis extrêmement reconnaissant à l'ensemble des personnes que j'ai citées, mais que ça n'était pas du tout un cas isolé. Et que c'est une manière de travailler que Martha, en particulier, a mise en place sur d'autres projets de façon importante. Et ce que je propose, c'est que quand même, elle prenne un peu de temps pour nous en parler. Enfin, un peu de temps, ça veut dire 6 minutes ou 7 minutes.
C'est vrai que ce travail qu'on a fait ensemble, un travail consacré à l'artiste connu et reconnu en Pologne, mais complètement négligé par le canon européen, était une tentative justement d'élargir le spectre d'interprétation. C'est aussi non seulement ajouter un artiste à ce canon, mais poser des questions, quelles sont les conséquences de cet ajout en fait. C'est pour ça en fait j'ai attendu avec mon texte pour pouvoir en réfléchir. Parce que là c'est intéressant, comment moi ce qui m'intéresse dans mon travail théorique, c'est comment marche l'histoire, comment ces ajouts ils peuvent changer l'image de l'histoire perçue comme monolithe, qui est immovable. Quelque part, qu'est-ce que ça fait au canon? Donc un autre projet construit de manière similaire, mais différente dans plusieurs détails, était l'exposition d'une autre grande artiste polonaise, grande mais encore une fois presque seulement en Pologne. Donc vous voyez ici le nom d'Alina Szapocznikow, un autre nom imprononçable. Maintenant, bon, elle est probablement plus vue à Paris surtout parce qu'elle a travaillé à Paris entre 63 et sa mort en 73. Et oubliée de son vivant, son œuvre sans s'être perdue pendant assez longtemps dans le méandre de la géographie, de l'histoire, de la politique, de son genre, de ses propres choix individuels. Et en fait, en organisant l'exposition Les objets maladroits, vous avez vu la couverture de la publication qui l'accompagnait. Nous avons choisi de montrer les œuvres de la période parisienne, donc les œuvres beaucoup plus expérimentales, les œuvres qui n'ont pas du tout été connues par le public polonais. Donc c'était aussi une stratégie de montrer quelqu'un qu'on pense connaître par cœur, mais en même temps de la montrer d'une manière inattendue quelque part. En plus, nous avons décidé de la confronter à d'autres artistes de son temps, les artistes qu'elle n'a jamais rencontrés et les artistes qui se sont formés dans les traditions différentes, qui ont travaillé avec des matériaux très divers, mais des artistes avec lesquels elle a partagé la même attitude vis-à-vis le temps, le sentiment que la création de l'histoire, plus que la continuation, sa préservation ou simplement le fait de prendre soin de la durée, est un acte de négation constante, de couper, de déchirer, d'arracher de son contexte. Et donc ici, comme vous voyez ici la photo, il y avait des pièces de Louise Bourgeois, de Pauline Botti, de Eva Hesse, de Maria Bartuszova, donc les artistes vraiment qu'elle n'a jamais rencontrés. Et donc vous voyez que la dynamique était un peu différente que dans le projet sur Andrzej Wróblewski, parce qu'ici, le point de départ de la recherche était l'exposition hypothèse, pour voir si ce dialogue pouvait être opératif quelque part. Est-ce qu'on peut vraiment montrer cet artiste de cette manière? Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que cette exposition, elle était accompagnée d'une conférence internationale. Encore une fois, moi, je crois à la discussion, à laquelle nous avons invité des chercheurs polonais et internationaux. Et je dois dire que l'effet de cette conférence était complètement électrisant. Des spécialistes polonais, certains de connaître tout sur la biographie de l'œuvre, sur l'œuvre de l'artiste, ont soudain été confrontés au dictionnaire de la deuxième et la troisième vague du féminisme, ce qui a non seulement compliqué la lecture de faits, jusqu'ici évidents, et de la lecture de l'œuvre d'Alina Szapocznikow. De l'autre côté, les spécialistes internationaux sont venus avec leur lot de notions toutes faites qui semblaient applicables à volonté à telle ou autre figure. Eux aussi, ils étaient confrontés à cette hybride de l'artiste. Alina Szapocznikow, sa vie était déchirée quelque part entre le passé traumatique et le besoin de créer, de vivre la joie de vie. Entre l'Est et l'Ouest, entre la tradition et le désir de trouver un langage nouvel pour dire son expérience. Donc, ces spécialistes internationaux ont dû filtrer et quelque part reformuler leur vocabulaire.
Donc, en conséquence, ça, tu vas aimer, tous les participants à la conférence, qu'il s'agisse des experts en art polonais et des sommités internationales, Griselda Pollock, Françoise Collin, Sarah Wilson, ont dû réécrire entièrement leur texte avant leur publication. Donc là, c'était vraiment, je dois avouer que pour moi, bon, ça se passait 3 ans avant notre collaboration. Pour moi, c'était une des plus belles expériences d'histoire de l'art qui était en train de se faire. Et en fait, aussi la découverte comment l'histoire, et l'histoire de l'art y compris, est un terrain d'un tremblant et plein de surprises, en fait. Donc voilà, c'était une expérience qui nous a inspiré ce modèle qu'on a après exercer avec Eric. Mais après cette grande conférence, après la publication, vous voyez ici l'affiche de l'exposition à Varsovie. Nous avons préparé la première exposition monographique d'Alina Shapochnikoff à l'étranger, qui a voyagé de Bruxelles à Los Angeles en passant par New York. Nous avons également, c'est le prochain slide, publié le lettre d'Alina Shapochnikoff et de son premier mari, absolument merveilleuse. Nous avons aussi commandé une biographie de l'artiste, un journaliste, un écrivain très populaire qui a remporté, ce livre a remporté plusieurs prix littéraires. Il a été un best-seller absolu sur le marché pendant plusieurs mois. Donc du coup, ce grand mythe était à nouveau vivant. Un large public a soudainement eu ses préférences à la discussion sur ses œuvres dans le contexte de sa vie mouvementée, s'est poursuivi dans le journal des médias sociaux. Donc vous voyez, c'est non seulement le défi n'était pas seulement de travailler, de créer des conditions pour le travail entre l'institution et l'académie, mais aussi de vraiment pouvoir avoir des moyens de sortir. Alina Shapochnikoff, elle a montré au public beaucoup plus élargi. Merci. On a tenu les temps, je n'en reviens pas. Et donc, il y a un peu de temps pour des questions. Sauf que notre rythme de TGV laisse peut-être pas de temps pour les questions, enfin peut-être l'esprit pour des questions, mais oui. Oui, maintenant, en fait, depuis 2 ans, je travaille au Kunstmuseum Bern. C'est une expérience complètement différente, en fait. C'est une grande institution avec la collection historique. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de prendre la leçon qu'Eric m'a appris, de poser des questions qui ne sont pas très confortables à cette histoire. Et bien sûr, j'invite les académiciens pour la collaboration sur des projets, tous les projets. Moi, j'arrive à penser qu'en tandem, au moins. Donc, pour moi, le projet, c'est vraiment la conversation avec les autres gens, pouvoir se confronter à une autre manière de penser, à une autre manière de voir. Peut-être, enfin, il y en a quelques traces sur Internet, mais pas beaucoup. Martha a fait une exposition tout à fait remarquable au musée de Berne sur l'histoire de l'art suisse, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui était une exposition aussi très étonnante, je pense, parce que ne correspondant pas du tout à l'histoire telle qu'elle avait été écrite jusqu'à présent, assumant un regard extérieur, mettant en avant des artistes qui ne l'étaient pas forcément. Voilà, donc c'est aussi le même type d'état d'esprit qui peut s'exercer de ce point de vue-là. Bien sûr, je n'ai pas tellement de liberté qu'au musée de Varsovie, que je co-crée le programme, et je pouvais faire ce que je voulais en fait avec le projet, mais c'est possible à chaque niveau à mon avis. Donc à toi de voir ce qu'on peut faire en France. D'autres questions? Sinon, je crois qu'il faut que nous arrêtions. Donc il y a éventuellement une dernière question, enfin une deuxième question. Ok. Pas de deuxième question?
Bon, peut-être simplement dire que, alors s'il n'y a pas de deuxième question, simplement dire que cette manière de travailler, j'ai dit que pour moi, elle était une manière idéale, mais qu'on n'y arrivait pas tout le temps. C'est-à-dire que le problème, c'est que la multiplication des projets, en tout cas dans mon cas, fait que quand c'est ma propre institution, je n'arrive pas du tout à faire ça parce que je multiplie les choses. Mais quand je peux travailler avec une institution qui fonctionne de cette façon-là, c'est effectivement le mieux. Alors parfois, je dois dire, on bute sur certaines choses. J'ai parlé tout à l'heure du MAMCO. J'ai fait en 2005 une exposition au MAMCO sur l'abstraction au Royaume-Uni dans les années 60. On devait fonctionner sur le même principe, c'était avant cette collaboration, mais grosso modo, j'avais la même idée, etc. Et finalement, on a fait une journée d'études. Et puis moi, je suis passé à d'autres projets, donc il n'y a jamais eu le colloque qui était projeté. Et puis je n'ai jamais écrit le texte du catalogue. Ça n'est pas que le musée me le demandait pas, mais et puis on devait faire la publication des textes en anglais du critique d'art anglais Lawrence Holloway. Et puis je ne l'ai jamais fait non plus. Donc voilà, ça marche quand les deux institutions arrivent à faire les choses ensemble. Mais quant au travail entre le Kunstmuseum Bern et l'INHA, ou moi individuellement, mais on va dire plutôt l'INHA, en l'occurrence, j'ai une idée dont on va parler sans doute dans l'après-midi, donc à un moment ou à un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même possible de travailler de cette façon-là. Et ça peut se faire sans compétition. Ça passe effectivement par le fait de reconnaître des savoirs spécifiques en fonction, non pas, alors c'est peut-être ça qui, moi, me pose toujours des problèmes en France, pardon de le dire, mais non pas en termes de statut, mais en termes d'expérience. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je dois dire, moi, personnellement, ça ne m'importe pas de savoir si je parle à un conservateur de musée ou à un universitaire. Ce qui m'importe de savoir, c'est comment elle ou il travaille et quelle expérience il ou elle a acquise que je n'ai pas. Et c'est évident, par exemple, que je n'ai pas l'expérience de la confrontation aux collections dans le quotidien. J'ai géré un lieu, la Villa Médicis, qui a des collections, donc j'en ai une petite idée, mais ça n'est pas la même chose que gérer une grande collection, et je ne suis pas en contact avec ces questions en permanence. L'inverse est totalement vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand on n'est pas, on peut avoir une forme de liberté par rapport aux objets quand on n'est pas fermé avec eux, et c'est le cas d'un certain nombre d'universitaires. Ce que je trouve particulièrement intéressant, et il se trouve que c'est la mission de l'INHA, c'est de faire en sorte, et donc je suis à un endroit qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'il y ait réellement une circulation entre ces différents savoirs et qu'ils arrivent à s'ouvrir les uns sur les autres. Et ce que je voulais montrer par cette discussion avec Martha, c'est que c'est possible. Parce que souvent, j'entends dire que ça n'est pas possible, mais c'est possible. Et ça n'est pas des budgets énormes ou que sais-je, c'est juste à un moment une manière de travailler. Et effectivement, cette manière de travailler donne chez les participants, et on a pu le vérifier pour le projet autour de Wróblewski, un enthousiasme absolument extraordinaire, parce qu'on voit cette forme d'ouverture. Donc c'est vrai que quand Johanna et Martha m'ont dit on pourrait inviter qui est-ce que tu as envie d'inviter pour venir en Pologne, j'ai dit je vais faire des invitations, mais à mon avis personne ne va avoir envie de venir passer 5 jours à se promener en sachant pas vraiment de quel artiste il s'agissait, etc. Il s'est passé évidemment exactement l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde est arrivé à bride rabattue parce que c'est des propositions qui ne se passent jamais en fait. Alors, espérons qu'un jour plus personne ne viendra parce que c'est des propositions qui seront trop nombreuses. Mais je veux redire vraiment que c'est possible de travailler de cette façon-là, et ça donne des résultats qui sont des résultats très impressionnants sur tous les sujets. Oui, juste pour souligner ça, c'est non seulement possible, mais c'est vraiment excitant parce que du coup, l'histoire, elle se présente comme quelque chose qui est en permanente construction en fait. On est vraiment là pour lire activement, pour construire, non seulement pas reconstruire l'histoire. Et ça, c'est à mon avis très très intéressant et super important. Et donc, je suis très heureux
qu'à l'occasion du Festival de l'Histoire de l'Art cette année et de l'invitation au Japon, le château de Fontainebleau ait organisé une exposition qui est précisément aussi une collaboration entre l'université et le musée. Et on va terminer avec ça. Merci. Merci à vous.